faut s'hydrater un petit peu pour parler autant. Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver, j'avais tellement hâte de faire cette vidéo et c'est bon, nous y sommes. Voilà, c'est la première vidéo où je vais parler de lecture sur ma chaîne. Ce sera aussi ma dernière vidéo de 2023 il me semble. Du coup voilà, je suis trop contente de pouvoir clôturer cette année avec vous, cette première année de ma chaîne en parlant de lecture. Alors si jamais vous connaissez déjà mes vlogs d'écriture, comme le nom l'indique, il parle d'écriture. C'est une chaîne du coup qui parle de mes projets d'écriture, comme je viens de le répéter 15 fois à la suite. Mais j'avais aussi envie depuis quelques mois, quelques semaines de vous parler également de lecture. Donc bon, évidemment un peu moins parce que je lis pas non plus énormément. Mais cette année je me suis pas mal remise à lire quand même. Et là, comme vous pouvez voir, la jolie pile à côté de moi, j'ai lu 25 livres cette année. Et ça risque de s'effondrer. Reste avec nous. Ok, tout va bien. Mais donc je disais, j'ai lu 25 livres cette année. Là je suis en train de lire mon 26e livre. Et je pense que vu mon état de progression, là ça va être le dernier que je lirai cette année. Et du coup je suis vraiment super contente parce que j'avais totalement arrêté de lire. Je tournais un peu à un livre lu par an et là j'en arrive à 25, presque 26, donc vraiment je suis trop contente et je me suis dit ça peut être cool de vous partager ça aussi de temps en temps sur cette chaîne. Donc voilà, première vidéo, quoi de mieux qu'un bilan 2023 de tout ce que j'ai lu. C'est parti. Alors, du coup pour cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'abord le livre que j'ai le moins aimé cette année pour terminer avec celui que j'ai préféré. Et je vais juste vous raconter ça dans l'ordre, comme ça on termine sur le positif. Ça me paraît pas mal. Il faut savoir du coup que tout ce qui est notes, parce que j'ai une mémoire assez défaillante, tout ce qui est notes sur mes lectures, j'ai un petit carnet de lecture justement où je note tous les livres que j'ai lus. Et j'ai aussi installé Goodreads cette année, mais vu que j'ai installé en cours de route, du coup tous mes livres n'étaient pas rentrés dedans, enfin tous mes commentaires, mes avis. Donc du coup je vais un petit peu essayer de retrouver tout ce que j'ai pu dire et creuser dans ma mémoire quand même, accessoirement, ça peut être bien. Alors pour le tout premier livre que je vais vous présenter, du coup qui est malheureusement celui que j'ai le moins aimé, bon, je vais leur donner des notes sur 5 comme j'ai pu mettre sur Goodreads, mais celui-ci malheureusement je lui ai attribué 0,5 sur 5. Vraiment, en plus c'est le premier livre que j'ai lu de l'année et du coup j'ai quand même assez mal commencé, mais bon, l'avantage c'est qu'après c'était forcément mieux. Aussi disclaimer que je vous ai pas fait, mais évidemment c'est que mon avis. Si jamais j'ai pas aimé un livre que vous avez adoré, le prenez pas personnellement. Si vous avez détesté un livre que j'ai adoré, c'est pas grave, restons en paix ici. Bref, fin de la parenthèse. Je reviens à ce premier livre qui s'appelle Mr. Popular and I de India aux collections le livre de poche jeunesse. En bref, c'est l'histoire de Léa qui doit quitter sa maison parce qu'il y a une invasion de termites et que tout menace de s'effondrer. Et son père connaît la famille du garçon le plus populaire du lycée et du coup ils se retrouvent tous hébergés chez lui. Et c'est le début des problèmes de ce qu'on nous promet. Mais bon, que dire sur ce livre? Déjà, j'aimais pas la couverture, mais je me suis dit, bon, l'adage veut qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Mais donc, voilà, il faut savoir du coup que dessus, il y a la mention découverte sur Wattpad. Donc, je savais déjà plus ou moins où je mettais les pieds. Mais justement, moi, Wattpad et moi, c'était une grande histoire d'amour dans ma jeunesse. Toutes les fois où vraiment j'ai pu dormir à 2 h du matin parce que je lisais des fanfictions sur les One Direction, voilà, ça me connaît. Donc du coup j'avais pas non plus trop d'a priori en me disant ok c'est un truc Wattpad, c'est un truc qui tourne fanfiction. En vrai je me suis dit laissons-lui sa chance, je suis pas du tout fermée à ça, au contraire, comme vous pourrez également le voir dans la suite de cette pile. Mais là le problème c'est que vraiment en fait tous les ingrédients clichés de la fanfiction étaient réunis. Alors on avait le personnage secondaire dans le coma, on avait le bad boy trop ténébreux qui n'arrivait pas à gérer sa colère, on avait tous les trucs vraiment too much. Et en fait le problème c'est que du coup quand rien n'est dosé ça devient vraiment imbuvable. Donc là voilà, je suis pas contre quelques clichés, je suis pas contre un esprit fanfiction, mais alors tout nous mettre à l'appel, là ça passait vraiment pas, c'était vraiment quelque chose avec lequel j'ai pas du tout accroché. Donc malheureusement ce livre là pour moi un gros flop, 0,5 sur 5. Je sais pas, je voulais juste un petit livre jeunesse en me disant allez ce sera tranquille pour me remettre en selle sur la lecture.
Bon voilà, je suis passée à côté, donc tant pis pour lui. Donc pour vous dire aussi ce que j'ai mis dans mon petit carnet par rapport à ça, c'est que tout est trop rapide, trop cliché, trop peu plausible. Et le bad boy love interest est nul, même pas attachant. Et j'ai mis à la fin, j'espère ne jamais retomber aussi bas que cette lecture. Et pourtant, transition, j'ai enchaîné avec quelques déconvenus, parce qu'on continue sur le bas du panier. Quelques déconvenus surtout avec les livres de Noël, j'en ai lu pas mal et j'en ai pas beaucoup aimé dans le tas. Mais parmi ceux que j'ai particulièrement pas aimé, on a Au secours, je suis dans un film de Noël de Julie-Anne Bastard aux éditions J'ai lu. Donc ce livre là je lui attribue quand même la note de 1 étoile sur 5. J'ai pas apprécié particulièrement la plume parce que je trouvais que c'était vraiment trop pompeux pour rien. J'ai compris l'idée, j'ai compris l'intention. Moi justement j'aimais beaucoup cette idée de la personnage principale donc, qui s'appelle Zoé, qui adore l'esprit de Noël, qui regarde plein de films de Noël et boum, au bout d'un moment elle se retrouve propulsée dans un film de Noël. J'aimais bien l'idée, je trouvais que c'était un potentiel pas mal à exploiter, mais qui n'a pas du tout été exploité selon moi. Tout sonnait faux. Alors je comprenais justement l'idée de l'auteur de montrer que puisque c'était dans un film de Noël, tout était censé être trop cliché, trop bizarre, et justement sentir un décalage entre l'héroïne et tous ces personnages de ce film de Noël qui se retrouvaient un peu à devoir cohabiter les uns les autres. Mais je trouvais que dans l'exécution ça coinçait, ça passait pas forcément. Donc voilà, moi ce livre là ça n'a pas passé, ça n'a pas été, donc 1 étoile. Encore une fois je vais regarder ce que j'ai pris comme petite note là-dessus et reprendre du café. Oui voilà, ce que j'ai pu noter par rapport à ce livre du coup pour conclure là-dessus, c'est que malheureusement j'ai pas su accrocher non plus au personnage ni à l'écriture, ce qui fait que du coup j'étais vraiment pas du tout dedans. J'avais pas forcément d'attente, mais malgré tout elles ont pas été comblées, même en n'en ayant pas beaucoup. Et en plus, faute criminelle, ils ont voulu citer Desperate Housewives et ils l'ont mal orthographié. Alors mal orthographié, ma série préférée. Voilà, ça fait que forcément ce livre, ça ne pouvait pas passer avec moi. Alors pour le livre suivant, Au pays des 1 étoile, on a également un livre de Noël, celui-ci vraiment, alors là, que dire, beaucoup de choses justement. Alors il s'agit de Cher Père Noël de Debbie Macomber et là on est aux éditions Charleston. J'aimais bien la couverture, je la trouvais assez mimi, simple, sympa, livre court, je me suis dit très bien. On est sur du feel good, on est sur Noël, on est sur petite romance, mais ça ne va pas du tout. Du coup pour vous dire le plot de celui-ci, c'est Lindy, notre héroïne, qui revient évidemment dans son petit village natal, on connaît la chanson. Sa mère commence à lui déballer toutes les lettres de Noël qu'elle a pu écrire les années précédentes quand elle était jeune, et elles ont la conversation comme quoi toutes ces lettres de Noël, tout ce qui a été demandé a toujours été reçu, même l'année où elle a demandé à avoir un papa, c'est l'année où sa mère a rencontré son beau-père. Donc du coup vraiment sa mère lui dit regarde, crois en la magie de Noël, crois en ces lettres de Noël, vraiment il y a le potentiel. Et du coup Lindy qui est un peu paumée dans sa vie se dit allez cette année j'écris mes vœux au Père Noël en espérant que ça marche. Et évidemment vous vous doutez de la suite car on est dans un livre feel good de Noël, tout va lui arriver entre les mains. Donc voilà, je me suis dit un petit livre sympa, pas prise de tête, ça va vite à lire. Ce qui m'a énormément embêtée dans ce livre, outre le fait que je n'ai pas forcément accroché à la plume, c'est les personnages, surtout le love interest. On est vraiment dans une série de trucs qui me passaient au-dessus de la tête. Alors il faut que je retrouve ce que j'ai noté précisément. Déjà, oui, ce que je reprochais à ce livre, c'est que l'histoire est vraiment trop bâclée. Donc ce que j'avais noté, c'est qu'il leur faut 40 pages pour se rencontrer, 60 pour être déjà amoureux, 80 pour s'embrasser. Et ensuite, ce qui m'a énormément embêtée, c'est qu'à partir de là, où on a passé ces 80 pages qui vont déjà beaucoup trop vite, on en est juste jusqu'à la fin du livre, on est sur une centaine de pages où juste l'héroïne se dit « Est-ce que je quitte ma vie à Seattle pour retourner dans ma petite ville d'enfance ?» L'héroïne nous dit explicitement qu'elle le sentirait comme un échec et pourtant elle va droit devant et c'est parti, et elle se dit tiens allez je vais quand même aller dans ma ville natale pour cet amour de jeunesse que j'ai retrouvé. Donc bon voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment
lourd, et surtout que lui, le Love Interest, à aucun moment il se dit tiens peut-être que c'est à moi de faire une concession et d'aller tenter la vie à Seattle. Absolument pas, c'est elle qui doit tout changer sa vie pour lui et jamais l'inverse, évidemment, sinon c'est pas drôle. Aussi un truc qui m'a énormément embêtée, c'est le message qui est véhiculé à travers cette histoire, parce que du coup je vous ai dit Love Interest c'est un amour de jeunesse retrouvé, et il faut savoir que en fait c'était lui qui était amoureux d'elle quand il était petit, mais avant ça il arrêtait pas justement de lui tirer les cheveux, de la persécuter à l'école, carrément il y a le mot harcèlement qui est utilisé plusieurs fois. Et donc du coup tous les gens autour lui disent non mais c'est comme ça, les petits garçons ils montrent leur amour aux filles comme ça, en les frappant, en les persécutant. Du coup bon, je me suis dit peut-être que le livre est un peu daté et que c'est pour ça, mais non, il est sorti cette année en octobre 2023. Donc bon, je trouve que véhiculer encore l'image que les garçons qui frappent les filles c'est parce qu'ils sont amoureux d'elles, voilà, franchement moi ça me sort par les yeux. Alors ok, j'ai vu que l'auteur a 75 ans, alors peut-être qu'elle a une vision un petit peu plus archaïque du monde, mais bon, elle a quand même une équipe éditoriale je suppose. Pourquoi personne lui a dit oula ne va pas sur ce terrain? Non, moi juste on s'est dit super, on montre ce message de ah oui en fait depuis le début il était amoureux de moi, je l'ai pas vu, voilà, donc on va renouer la flamme. Ok, mais t'as pas arrêté de dire justement qu'il m'a harcelé, qu'il m'a pourri la vie, bref, absolument aucun sens, j'ai trouvé ça assez terrible. Aussi un autre détail qui m'a totalement énervée, le personnage, donc le Love Interest, s'appelait Billy dans son enfance, là on le retrouve et tout le monde l'appelle Will. À aucun moment on explique pourquoi, juste voilà, on nous sort des trucs et on nous dit jamais une petite ligne de texte de pourquoi, juste on nous sort les trucs et puis le lecteur se débrouille avec ce qu'il veut. Franchement voilà, c'était juste une accumulation de trucs qui vont pas, donc ce livre, voilà, comme vous pouvez le voir, j'en avais gros sur la patate, mais ça part. Alors pour le livre suivant qui est encore une étoile, on part sur Les Flammes du Destin. L'auteur c'est Serena Valentino et c'est publié chez Hachette Heroes. Alors moi du coup il faut savoir que Hercule c'est un de mes 3 Disney préférés avec Mulan et Réponse. Du coup quand je suis passée à Cultura j'ai vu ce livre là, je trouvais la couverture trop belle et du coup je me suis dit bon bah top, vu que j'adore Hercule, je trouve ça sympa de creuser un peu l'histoire. Le truc c'est que je m'étais pas du tout renseignée là-dessus et j'avais pas capté que c'était le 10e tome d'une série. Donc voilà, je vais avoir un point d'indulgence dans le fait que certainement que si j'avais lu toute la série dans l'ordre, j'aurais peut-être une meilleure note à donner. Mais malgré ça, j'ai pas du tout accroché avec tout ça. En fait, on nous promet justement de nous montrer la face cachée de l'histoire d'Hadès. Sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que apparemment il y a toute une mythologie de personnages qui n'existent pas dans Disney, que l'auteur a créé et qu'elle a instauré dans chaque tome de son livre, qu'on suit un peu comme un fil rouge. Et finalement Hadès est totalement relégué au 15e plan parce qu'on nous raconte juste l'histoire de ces autres personnages, donc les sœurs je sais plus quoi, j'ai même pas retenu, les étranges sœurs, voilà. Et du coup on nous parle de ces étranges sœurs tout le long et finalement en fait ça efface totalement Hadès de ce qui est censé être son propre livre et juste on suit ses sœurs et leurs histoires de famille compliquées. Donc bon voilà, une fois de plus si j'avais lu la saga dans l'ordre peut-être que ça m'aurait touché, impacté d'une quelconque manière. Mais bon, même là ça me donne absolument pas envie de lire la suite parce que du coup voilà, on nous raconte juste cette histoire avec ces sœurs étranges et au milieu Hadès vraiment est relégué, on le voit à peine, sauf que quand on nous promet justement de mieux connaître l'histoire cachée d'Hadès, bah on aimerait bien voir un peu plus Hadès. Donc voilà, j'ai pas accroché avec ça. Après c'est une lecture qui se lit très vite, il y a que 190 pages, donc bon au moins j'ai eu le mérite de le lire en à peine 2 jours, comme ça, ça c'est fait. Mais bon, si en tout cas avec moi ça passe pas, je lirai pas la suite. Heureusement que la couverture est trop belle parce que comme ça dans une bibliothèque ce sera joli. Alors on est enfin sorti des 1 étoile et on va passer aux 2 étoiles. On est un peu mieux mais on est toujours en bas du panier.
Et pour ça, on va commencer avec Pumpkin Spice and Not So Nice de Becky Monson. Il me semble que c'est de l'auto-publication, en tout cas j'ai pas vu de maison d'édition et pas mal de choses m'ont laissé penser que c'était de l'auto-publication. Je l'avais acheté sur Amazon. Donc contexte, on était en automne, je cherchais un livre qui avait vraiment l'ambiance automne parce que j'étais trop dedans cette année. Le problème c'est que tout ce qui est automne, Halloween, etc. c'est pas très populaire en France. Du coup je me suis dit je vais acheter un livre en anglais sur Amazon parce que bon, pour l'instant je vous ai présenté que des livres en français mais il y en a quelques-uns en anglais. J'alterne un peu selon les humeurs. Et du coup je me suis dit allez, je vais donner une chance à ce livre parce que comme ça normalement on a toute l'ambiance de l'automne. Les citrouilles, les épices, la cannelle, l'écharpe, les bonnets, c'est tout ce que je recherchais avec une histoire d'amour. Donc je me suis dit normalement on est pas mal. Mais il y a eu pas mal de choses qui m'ont bloquée dans cette histoire malheureusement, alors que j'aurais bien aimé l'aimer. Je vais vous lire ce que j'ai noté justement parce que je trouve que ça condense un peu ma pensée. Jenna, qui est notre héroïne, ne sort qu'avec des séries de red flag. Elle est sortie qu'avec des mecs qui craignent à mort. Et donc du coup on est censé suivre son histoire d'amour avec celui qui va tout changer, mais en fait le truc c'est que tout du long c'est aussi un red flag ambulant, mais non, on nous le romantise à fond alors qu'on sent bien qu'elle va droit dans le mur, mais l'auteur a essayé de forcer cette histoire d'amour qui n'a pas du tout pris avec moi en tout cas. Donc voilà, on suit son aventure avec son nouveau red flag ambulant. Et tout ça se passe dans une ferme familiale qui vend des citrouilles, donc sur fond d'histoire de famille, etc. Ce que je reproche à ce livre, mais je vais pas être trop dure avec parce que bon forcément c'est un peu le problème je pense de certains livres en auto-édition, c'est que du coup puisque c'est une personne qui est toute seule à s'occuper de tout ça, bah je trouve que sur ce livre là en tout cas on sent un peu qu'il manque de travail éditorial derrière, mais du coup je peux pas forcément la blâmer pour ça parce que bon c'est déjà fort de réussir à s'accrocher et à publier son livre tout seul, donc rien que pour ça voilà je vais être indulgente, mais on sent quand même je trouve dans ce livre là, donc pas forcément sur tous les livres en auto-édition mais sur celui-ci, je trouve qu'il manque un peu de travail édito et ça se sent parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être allégées, il y a beaucoup trop de choses qui sont rabâchées en boucle au lecteur. Je pense que c'est justement dans un souci que l'auteur s'est dit sinon ils vont pas comprendre, et je pense que ça c'est un truc qui est coupé et allégé avec un regard extérieur dont elle a forcément manqué. Donc voilà, je trouve que du coup c'est un peu dommage parce que souvent le texte paraissait vraiment trop lourd et il y avait beaucoup de passages où c'était juste des questionnements de Jenna, donc l'héroïne, qui était en boucle et c'était pas forcément intéressant de ce que j'ai trouvé, donc c'est un peu dommage et je trouve qu'au final il n'y avait pas tant de romance que ça, donc pour un livre de romance bah c'est un peu ballot. Donc voilà, ce qui m'a beaucoup énervé c'est que le mec bah, c'est juste un red flag ambulant tout du long, mais elle va droit dedans même si elle a compris aussi qu'il est encore une fois un red flag. Elle se dit non mais celui-ci je vais pouvoir le changer, gna gna gna. Enfin bon, moi ça prend pas avec moi. Et aussi le dernier truc que j'ai noté c'est que j'ai détesté le personnage, le love interest, son nom et son prénom. Il s'appelle Aidan Sinclair. Moi ça m'a énervé, c'est pas un bon nom de love interest. Donc voilà, désolée Becky Monson d'avoir jugé cette histoire mais ça n'a pas pris malheureusement. Mais au moins j'ai quand même mis 2 étoiles parce que j'ai pu trouver une romance d'automne et c'est tellement rare à trouver que du coup c'est des points d'encouragement. Ça aurait pu être pire malgré tout, donc voilà, j'en reste là. Goodreads qui fonctionne plus maintenant que j'ai besoin de lui, je dois faire fonctionner mon cerveau. Alors, nouveau livre, nouveau 2 étoiles, 2 étoiles d'indulgence, encore un livre de Noël qui m'a profondément déçue. Il s'agit de Réveillon à Virgin River de Robin Carr aux éditions J'ai lu. Du coup une fois de plus je me suis dit un petit roman court de Noël réconfortant, c'était un peu ce que je recherchais. Une fois de plus ça ne l'a pas fait avec moi. Du coup il faut savoir que moi j'ai jamais regardé la série Virgin River, j'ai jamais lu les 15 000 autres tomes dessus, mais c'est censé être des livres qui peuvent également se lire en indépendant vu que c'est un peu toutes des petites histoires comme ça. Donc je me suis dit normalement ça devrait le faire. Et bon ça effectivement il n'y a pas de souci, on peut lire le livre sans avoir vu la série ou lu d'autres histoires du style. Donc ça déjà c'est cool parce qu'on peut être dedans. Mais déjà le premier problème que j'avais pas forcément vu parce que c'est pas mentionné dans les 4e de couverture, c'est que c'est 2 petites histoires en une. Donc bon moi ça m'a un peu saoulée parce que du coup ça fait juste l'effet d'avoir 2 nouvelles.
Donc du coup on a voilà, à la moitié du livre on passe totalement à une autre histoire. Donc je vais vous dire la première histoire qui fait donc, excusez-moi je suis pas au point, qui fait 140 pages s'appelle Au pied du sapin. Et ensuite une qui nous fait peut-être 110 pages à peu près, elle est un peu plus courte, c'est Les 12 coups de minuit. Et donc voilà, on a deux histoires, donc finalement la première se passe au réveillon de Noël et la deuxième au réveillon de Nouvel An. Déjà ça m'a un peu énervé. Si j'avais vu ça de base, eh ben, je pense que j'aurais pas acheté le livre tout simplement. Du coup un autre truc qui m'a un peu embêtée, déjà c'est les love interest, que ce soit dans la première histoire ou la deuxième, je les ai détestés. Et une fois de plus j'ai l'impression que c'est d'énormes red flags. Et ça c'est pas possible quoi. Une fois de plus, en fait c'est un peu le même cas qu'avec Cher Père Noël. On est avec une auteure qui est un peu plus âgée. Elle a également à peu près 70 ans et ça se sent énormément. Donc je pense que j'étais pas forcément le public cible, mais c'est vrai que je l'ai pas deviné en voyant la couverture, j'ai plongé dedans. Mais du coup il y a des choses vraiment qui pour moi me paraissent vraiment, ça passe pas en fait. Du coup il faut que je vous reprenne la liste précise de ce que je leur reproche. Dans la première histoire, donc je vous ai pas résumé les histoires, mais dans la première c'est l'histoire d'Annie, non pas du tout, Sunny. Non, c'est Annie, je les confonds déjà, je les ai oubliés tellement. Donc dans la première histoire, c'est Annie qui arrive du coup au bar de Jack, qui est un peu l'endroit central de tout ça. Et elle retrouve des chiots égarés et elle va faire la connaissance de Nathaniel Jensen, le vétérinaire. Et voilà, ça y est, coup de foudre, tout le monde s'aime, la vie est belle. Bref, et dans la deuxième histoire, on a Sunny qui va faire la connaissance de Drew pendant le réveillon de Nouvel An. Elle a le cœur brisé, elle est dans un bar parce qu'elle déteste la vie. Et voilà, coup de foudre, elle change tout et la vie est belle une fois de plus. Bon, aucune des deux histoires ne m'a intéressée. Dommage, mais je pense que aussi c'est le fait que du coup elles étaient tellement courtes qu'on n'a pas vraiment le temps de creuser quoi que ce soit. Mais du coup ce que je reproche pour revenir à ce sujet là, au Love Interest, le premier, Nathaniel là, alors lui c'est le pire de tous, vraiment. S'il devait avoir l'Oscar des bofs, je lui accorderais, même plusieurs, parce que vraiment ce qui est terrible c'est que dès que ça commence un peu à chauffer entre les deux, il lui met une pression à mort pour qu'ils fassent leur première fois ensemble. Au bout d'un moment, est-ce qu'on est obligé d'avoir autant de pression comme ça? Non, c'est juste totalement toxique, enfin bon ça vraiment ça ne passe pas. On nous cite page 88 précisément qu'il est censé être intelligent, drôle, indépendant, solide, sensible, sexy. Mais le problème c'est qu'en fait il suffit pas de le dire et de faire cette liste pour le voir, parce que concrètement c'est juste un énorme bof. Et dans la deuxième histoire, Drew est moins pire, mais en même temps comme j'ai mis, Nathaniel avait mis la barre vraiment très très haut, donc difficile de faire pire. Mais bon, par exemple on a des répliques où il dit je suis un garçon, la nudité vient toujours en haut de la liste, donc liste des trucs qu'il trouve sexy chez une femme, et que des trucs comme ça c'est très archaïque, très bof, et on est censé le trouver waouh. Non, désolé Drew, Nathaniel, restez très 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 loin. Très loin de tout le monde, vraiment c'est pas possible. Voilà, moi c'est le genre de truc qui ne passe pas, mais comme j'ai noté, j'étais pas forcément le public cible je pense. Mais malgré tout je me suis retrouvée à le lire, donc voilà mon avis. Alors ensuite on sort des 2 étoiles et on va passer transition palier du milieu au 2,5. J'en ai qu'un seul, c'est This Side of Paradise de Francis Scott Fitzgerald. Francis, est-ce que c'est Francis F. Scott Fitzgerald? Je sais pas, le nom de Francis m'est venu tout de suite, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Bref, c'est Fitzgerald, donc l'auteur de Gatsby le Magnifique, que j'avais lu il y a quelques années, que j'avais énormément aimé. Du coup je me suis dit tiens, je vais creuser un peu plus le reste de ce qu'il a pu écrire. Du coup j'ai acheté tout un coffret et pour l'instant j'en ai lu qu'un seul. Donc bon là on change encore une fois de style par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Donc du coup dans This Side of Paradise, je crois que c'est L'Envers du Paradis en français si j'ai bien fait mes recherches. En fait ça c'est le tout premier livre de Fitzgerald qu'il a pu écrire et ça suit l'histoire d'Amory Blaine qui est juste un jeune homme qui essaye un peu de s'élever par rapport à sa classe, qui essaye un peu d'accéder à la haute bourgeoisie et d'avoir vraiment une vie qui a la classe. Et il a que des galères de toute façon, donc il est juste condamné à une vie qui ne lui plaît pas. Il essaye d'être poète mais bon je pense pas qu'il réussira hein, vu ce qu'on nous montre. Enfin bon,
Voilà, assez mitigée par rapport à ce livre. Bon, déjà c'est son premier livre, donc forcément il n'était pas encore totalement au point. Mais il y a pas mal de choses que j'ai quand même appréciées, dans le sens où je trouvais que pour un livre de cette époque, il fait très libre, et ça je trouvais ça super stylé. Par exemple, il y a juste des parties où on nous sort d'un seul coup, on dirait qu'on est dans une pièce de théâtre où toute la structure, on parle d'un seul coup en didascalie avec le prénom des personnages avant, et puis après on repart à une forme de roman basique. On a plein de sous-parties, de petites parties comme ça d'un coup qui durent parfois juste un petit paragraphe comme ça, où juste on nous donne les pensées d'Amaury, toute une période de sa vie d'un seul coup qui va passer. Enfin, je trouvais que vraiment il y avait une certaine modernité dans cette écriture, et pour un classique je trouve ça vraiment bien. En vrai il y a pas mal de répliques qui m'ont pas mal marqué, je trouvais ça quand même bien. Enfin, c'est le genre de thème justement de c'est ce passage à l'âge adulte avec toutes les espérances, toutes les personnes qui veulent s'élever, toutes les personnes qui font semblant d'avoir une bonne situation. Enfin, je trouve que c'est des thèmes qui sont toujours intéressants, justement, de vouloir mieux, vouloir plus, surtout quand on a le début de la vingtaine. Enfin voilà, je me trouve un peu dans ma crise des 25 ans. C'est le genre de livres qui font écho à tout ça. Du coup je trouvais qu'il y avait pas mal de choses bien. On voit que Fitzgerald a pas mal été marqué par la guerre, donc du coup ces personnages aussi ont justement tout ce rapport à la guerre, et un œil assez neuf par rapport à ça, par rapport aux pensées qu'on peut trouver dans d'autres livres, dans d'autres classiques. Du coup je trouve ça pas mal intéressant, mais en même temps je trouvais que l'histoire tâtonnait un peu trop, et que elle démarre jamais vraiment. On dirait juste plutôt un recueil de pensées sur plein de thèmes qui tenaient à cœur à Fitzgerald et qu'il a condensé avec son héros. Mais du coup j'ai jamais vraiment totalement accroché à 100%. C'est pour ça que j'ai pas pu lui mettre plus de 2,5, parce que je trouvais que ça tombait un peu à plat, et c'est dommage parce que il y avait pas mal de potentiel. Mais c'est toujours intéressant, je me dis bon, au moins ça fait toujours un classique en plus de lu. Donc voilà ce que je peux en dire. Donc voilà ce que j'ai pu mettre, du coup un peu ce que je vous ai dit. C'est un héros peu charmant, ça je vous l'ai pas dit, mais il est pas... Voilà, il n'est pas non plus censé être très charismatique ou quoi, mais là vraiment on le ressent, il fait très misérable. Donc un héros peu charmant qui s'attache trop aux apparences, une jeunesse perdue, des passages qui ont pu faire écho avec ma crise des 25 ans, mais d'autres beaucoup trop longs et ennuyants pour m'intéresser. Et aussi pas mal de poésie, de poèmes qui sont intégrés, mais qui volent pas très haut, donc du coup ça fait juste des pages perdues pour pas grand chose. Donc voilà, mitigé, mais en même temps tout n'est pas acheté là-dessus, donc 2,5. Alors maintenant on passe aux 3 étoiles, et j'ai beaucoup de 3 étoiles parce que je trouve que c'était vraiment une année où tous les livres que j'ai pu lire, enfin du coup pas tous parce que déjà ce que je vous ai présenté déroge à la règle, mais je trouve que pas mal de livres que j'ai pu lire étaient bien, mais sans plus. Donc voilà, beaucoup de 3 étoiles, pour moi ça correspond aux 3 étoiles. Et on commence avec Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek, et on est aux éditions Pocket. Alors là encore une fois on change de livre, on est en Alabama en 1963 comme le titre le dit, et il se passe que le corps d'une fillette noire est retrouvé, donc le cadavre. Mais la police s'en fout un peu parce que forcément on est en 1963 pardon, et voilà, ce n'est pas la bonne victime, donc forcément c'est un peu ce que le livre va dénoncer, que je trouvais intéressant. Et donc du coup il y a cette première fillette qui est retrouvée sans vie, et finalement plein d'autres corps de fillettes noires vont être retrouvés sans vie au fur et à mesure, sans que la police s'en soucie jamais, jusqu'au jour où il y aura le corps d'une fillette blanche qui va être retrouvée, et là d'un seul coup tout le monde commence à paniquer du meurtrier qui court dans la ville. Et donc sur toute cette histoire, on suit l'histoire d'Adela, qui est une femme de ménage noire, qui est aussi mère de famille et veuve, et qui va s'allier à un détective vraiment cliché, alcoolique, raciste, etc. Et ils vont plus ou moins s'associer justement pour résoudre cette enquête, donc un livre d'enquête policier. Donc encore une fois je change de style. Et du coup justement l'histoire part du fait que les petites filles ça disparaît pas comme ça. Donc ce livre je m'attendais à mieux honnêtement, il n'était pas désagréable, je l'ai lu relativement vite, mais en même temps
je trouvais qu'on tombait vite dans des clichés, on voulait un peu montrer plein de références. Alors ce qui est sympa, par exemple, il y a une référence à La couleur des sentiments où du coup on cite un personnage comme si les deux histoires étaient liées, mais après on nous sort vraiment toute la panoplie, Rosa Parks, etc. Alors oui, ok, les auteurs ont bien fait leur travail, mais des fois non plus, faut pas que le livre ressemble à un cours d'histoire. Donc des fois je trouvais que c'était un peu poussif, un peu forcé. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus? Voilà, moi ce que je lui reproche, c'est que c'est un roman qui est pas super mémorable. Bah la preuve, de toute façon j'ai une mémoire nulle, mais voilà, là je me rappelais que dans les grandes lignes. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'était justement toute cette question que ça soulève de qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne victime. Bon, la réponse est assez simple. Mais du coup ce côté justement bonne victime, mauvaise victime, avec tout le racisme dénoncé, en vrai le sujet est pas mal, mais voilà, je trouvais que l'exécution était parfois un peu bancale, donc je m'attendais à mieux. Mais en tout cas en soi, si vous voulez un livre policier sympa avec ce genre de problématiques qui vous intéresse, et ben lisez-le, faites-vous votre avis, mais du coup assez mitigé pour moi. Alors, un autre 3 étoiles que j'ai apprécié, mais sans non plus être le livre de l'année, il s'agit de Colorado Kid de Stephen King aux éditions J'ai lu. Donc c'est un Stephen King qui est tout petit, vraiment je l'ai lu en une journée. Du coup j'en avais jamais entendu parler de celui-ci, et du coup on est dans une petite ville où on a deux vieux journalistes qui discutent avec leur stagiaire, une jeune femme qui se lance dans le journalisme et qui doit avoir à peu près 20 ans, et ils discutent, et au fil de la discussion, parce qu'en fait c'est juste un livre où c'est une discussion géante, ils se mettent à lui raconter le plus grand mystère de leur carrière, qui est donc du coup la mort du Colorado Kid, comme il a été surnommé, qui est un homme qui a été retrouvé sans vie il y a 25 ans sur une plage. Voilà, mort dans des circonstances insolites et inexplicables. Et la quatrième de couverture finit en disant « Livrera-t-il son secret à la jeune fille happée par cette histoire ?» Donc voilà, du coup moi je pensais que c'était une petite enquête courte. Mais en fait pas du tout, ce qui est très surprenant, et de toute façon il y a une postface de Stephen King justement qui dit qu'il se doute que soit les gens ont adoré cette histoire, soit les gens l'ont détesté. Bah finalement je suis un peu entre deux, mais je pense plutôt du côté des gens qui ont aimé, parce que finalement c'est pas une enquête, c'est juste une histoire sur ce qu'est le mystère, sur ce qu'est une histoire. Finalement ça prend une tournure plus psychologique vraiment que policière. Mais j'ai trouvé ça super bien fait et super original. Donc bon voilà, évidemment ça laisse un peu un goût où on reste sur sa faim parce que c'est un peu particulier. Mais finalement une fois qu'on comprend qu'on saura jamais, enfin quand on comprend qu'on comprendra pas, bah voilà, ça fait réfléchir, en vrai c'est pas mal. Voilà, moi je vous le conseille de le lire, surtout qu'il se lit très très vite, donc c'est pas non plus le truc qui sera le plus mémorable dans ma vie, mais voilà, c'est intéressant. Alors, livre suivant, on est toujours dans les 3 étoiles, et quand je vous parlais des couvertures que je trouve vraiment terribles, bah voilà, on est en plein dedans avec celle-ci, avec le logo stickers Netflix qui s'enlève même pas. Donc là on est sur The Perfect Date de Steve Bloom, et encore une fois édition livre de poche jeunesse. Moi les couvertures là qui sortent de films Netflix ou quoi, si on peut plus là, c'est pas possible. Noah Centineo, j'ai rien contre lui personnellement, mais j'aimerais bien ne pas l'avoir dans la bibliothèque. Bref, tant pis, passons à travers. Une fois de plus je me suis dit, je l'avais acheté en même temps que Mr. Popular and Die, où juste je m'étais dit je veux des livres jeunesse sympas qui me prennent pas la tête et qui me redonnent l'envie de lire. Et pourtant celui-ci j'ai vraiment mis très très longtemps à réussir à le finir. Pourtant il n'est pas très très long, il fait 350 pages, mais vraiment j'ai pas su être dedans. Donc voilà, un peu mitigée sur ce livre là. Donc du coup quelle histoire, donc apparemment il a été sur Netflix et je suis à peu près sûre que j'ai dû voir le film. J'en avais aucun souvenir au moment où j'ai acheté ça. Donc voilà, déjà ça aurait dû m'en dire long sur ce qui m'attendait. Mais du coup, The Perfect Date. Donc on suit l'histoire de Brooks, il me semble. Brooks Rattigan, c'est ça, qui est un lycéen assez moyen, qui pense beaucoup à ses études, à la suite, à ce que la vie lui réserve, qui est élevé par son père seul, qui a vraiment un penchant pour l'alcoolisme, il me semble, je sais plus trop, mais en tout cas son père est vraiment pas terrible. Et du jour au lendemain, en fait, Brooks décide de proposer un service où il escorte les filles célibataires pour aller à leur bal de lycée. Donc du coup voilà, ça c'est le pitch. Et parmi toutes ces filles, il y en a une qui s'appelle Célia, qui va apparemment être un peu plus spéciale et différente, voilà.
Vous voyez la suite arriver, sauf que il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée et surtout l'histoire d'amour en fait. Parce que j'ai l'impression que du coup je m'étais lancée là-dedans en me disant bon voilà je vais suivre cette histoire d'amour. Les pages passent et en fait on sent pas du tout cette connexion, cet esprit justement love. Du coup je me suis dit bon en fait il n'y a peut-être pas d'histoire d'amour. Sauf que si d'un seul coup à la fin dans les 2 derniers chapitres on nous ressort l'histoire d'amour, sauf qu'en fait elle a été tellement mal entretenue tout du long que du coup on n'y croit absolument pas. C'est comme si l'auteur s'était dit ah oui c'est vrai tiens j'écrivais une romance, ah bon je vais rajouter ça vers la fin. Mais du coup moi je trouve qu'il n'y avait aucune alchimie, qu'on ressentait pas du tout cette histoire et du coup j'avais eu limite j'aurais préféré qu'ils finissent chacun de leur côté. Ça aurait été une meilleure fin que de vouloir absolument d'un seul coup faire waouh je réalise mes sentiments pour elle, parce que là ça sonnait très faux et du coup j'ai pas accroché du tout avec ça. Et un autre truc qui m'a pas mal embêté, c'est un peu ce mélange de langage très familier avec du langage très soutenu et du coup ça sonnait très bizarre je trouvais, parce que c'était vraiment, il n'y avait pas d'entre-deux. Donc ça je sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'était un problème d'écriture à la base. Mais en tout cas moi ça m'a beaucoup dérangé et je sais que c'est ça qui m'a sorti du livre pas mal de fois. Après sinon j'ai vu dans pas mal de commentaires que le personnage principal avait saoulé beaucoup de gens. Moi je le trouvais pas mal attachant finalement, parce que c'était vraiment quelqu'un qui juste essayait de s'élever un peu plus de sa condition et qui essayait de s'en sortir dans ses études. Au final ça parle surtout des études et de l'avenir et de toutes ces problématiques plus qu'une histoire d'amour, et moi je trouvais ça pas mal, donc c'est ça qui sauve un peu la note. Donc voilà, mais un 3, pas plus. Alors on continue avec les 3 étoiles, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Et là on passe à Réflexion de Elisabeth Lim aux éditions Hachette Heroes une fois de plus. Donc du coup là c'est un livre qui réinvente l'histoire de Mulan. Alors on a plein de la collection justement où ils reprennent le Disney de base et justement ils proposent si juste un élément avait été différent, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Moi j'aime trop ce genre d'histoire, ces trucs what if, là je trouve ça trop intéressant. Mais ça faisait longtemps que j'avais ce livre là, parce que je n'osais pas me lancer dedans, déjà parce que je lisais presque plus ces derniers temps, donc ça explique déjà beaucoup, mais aussi parce que Mulan c'est vraiment mon Disney préféré, donc du coup j'avais un peu peur justement de m'attaquer à quelque chose qui reprenne le sujet, j'avais trop peur d'être déçue. Et il faut savoir du coup que quand j'ai commencé ce livre en fait j'étais vraiment super agréablement surprise. Je l'ai trouvé super bien, j'aimais bien comment c'était écrit, je trouvais que les personnages l'auteur avait réussi à capturer vraiment l'essence des personnages comme ils sont dans Disney, et je trouvais ça vraiment plein de potentiel. Mais le problème en fait c'est que ça m'a vite déçue et du coup j'ai vite changé d'avis, et au fur et à mesure je voyais les étoiles descendre dans ma tête. Donc du coup je vous ai même pas dit l'histoire, donc c'est et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. Donc là en fait on reprend par rapport au moment de la grande bataille avec les Huns dans la neige, là où Mulan va déclencher l'avalanche. Et sauf qu'en fait dans cette histoire alternative, Shang est mortellement blessé et donc Mulan va aller au royaume des morts, dans la mythologie chinoise je suppose, qui s'appelle le Diyu, je sais pas. Mais en tout cas c'est le monde des morts en Chine selon les croyances chinoises. Donc je trouvais ça pas mal aussi parce que du coup moi je connais pas du tout la mythologie chinoise et là ça me permettait d'avoir quelques éléments. Donc je me suis dit allez, soyons fous. Et ce que je trouvais bien c'est justement qu'on puisse encore plus creuser l'histoire entre Mulan et Shang, leur relation. Mais finalement en fait je trouvais qu'il manquait trop justement d'échanges entre Mulan et Shang, et c'est les seuls moments qui m'ont vraiment intéressée dans l'histoire, mais il y en avait si peu que du coup ça m'a vite lassée. Je trouvais que ça devenait vite répétitif, un peu trop long, et parfois je trouvais que les choses n'avaient pas de sens, enfin juste les choses paraissaient tellement simples que du coup ça manquait de cohérence. Donc bon ça m'a un peu déçue, je trouvais ça long, j'ai eu du mal à le finir vraiment vite. Donc voilà, tout ça fait que j'ai pas tant aimé que ça, et surtout on nous prive de personnages tels que Mushu, enfin ils sont là un peu au début un peu à la fin, mais voilà, tout ce qui est Yao, Shenpo et Ling, les 3 acolytes là, pareil ils sont un peu au début un peu à la fin, mais du coup en fait tout ce qui aurait pu justement nous donner tout ce comique et toute l'essence vraiment des Disney, du coup on l'a un peu perdu, donc voilà, malheureusement ça m'a pas trop convaincue. Ensuite on change totalement de registre quand je vous parlais des fanfictions Wattpad.
Voilà ce que j'ai pu faire cette année sur un moment de nostalgie pure. J'ai commandé une fanfiction que je lisais trop à l'époque en format papier, donc encore une fois c'est d'auto-édition. Vraiment j'ai dégoté ça du fin fond d'internet. Mais du coup je me rappelais d'une fanfiction qui m'avait trop marqué à l'époque, sur Louis Tomlinson et Harry Styles des One Direction, parce que je lisais beaucoup de ça à l'époque. Et du coup je m'étais dit tiens, par curiosité je vais racheter, en plus j'ai vu que c'était en papier, donc je me suis dit allons-y juste pour voir. Donc bon voilà, forcément je mets 3 étoiles parce que je peux pas être plus critique, parce que je savais dans quoi je mettais les pieds. C'était vraiment un pur achat, nostalgie. Donc c'est pour ça, mais sinon je sais que si j'avais pas découvert cette histoire quand j'étais plus jeune, j'aurais jamais mis 3 étoiles, j'aurais certainement mis moins, mais voilà, j'ai l'indulgence de je savais ce que je venais chercher, donc forcément je replongeais juste là-dedans pour voir ce que j'en aurais pensé. Et je me rappelle, enfin je l'ai tellement lu quand j'étais plus jeune qu'il y avait carrément des répliques qui me venaient en tête avant de les lire. C'est la Manon du futur qui vous parle parce que je réalise que je vous ai même pas dit le titre ou rien, j'ai juste foncé comme un électron libre, donc je vais rattraper ça. Du coup le titre de cette fanfiction, enfin de ce livre du coup en l'occurrence, c'est Show Me You Care, ça a été écrit par Mélanie Da Silva. Du coup ça a été auto-publié, c'est disponible sur la plateforme Lulu. Et donc comme je vous ai dit, de base c'était une fanfiction One Direction, mais là du coup forcément les personnages ont été anonymisés pour la parution papier. Donc là on suit les aventures d'Eden et Léonard, qui sont 2 garçons scolarisés dans le même lycée. Et évidemment l'histoire c'est un peu le cliché des fanfictions de l'époque, c'est-à-dire qu'on est sur un très populaire et un qui est vraiment plutôt du côté des harcelés. Et finalement qui vont se rendre compte que ils vont développer des sentiments l'un pour l'autre. Donc là c'est dans le cadre d'un travail de groupe pour l'école qui les réunit tous les deux et qui va bouleverser leur vie. Donc voilà, si vous êtes habitué aussi aux fanfictions, vous savez que c'est le genre d'histoire qui est assez fréquente. Donc voilà, c'était mon moment nostalgie et là je me rattrape quand même en lui donnant un peu les honneurs, au moins de citer tout, parce que sinon c'est très mal poli. Allez, je vous laisse. Comme j'ai dit, je savais ce que je venais chercher, donc voilà, j'étais juste contente de retrouver quelque chose qui a marqué mon adolescence. Donc voilà, tout simplement, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Le prochain livre, je m'en rappelle plus du tout. Noter que c'était un livre pas inoubliable, bah tu m'étonnes, non, j'ai déjà tout oublié. Le prochain, c'est Writers and Lovers de Lily King, aux éditions Picador. Bon, du coup celui-ci, Writers and Lovers, ça fait des siècles que je l'ai acheté, je l'ai jamais lu. Et là cette année je me suis dit allez, je le sors de cette bibliothèque parce que j'avais vu un gars sur TikTok qui le recommandait. Du coup je me suis dit allez, tentons. Ça parle d'auteur, parfait. Du coup je me suis dit ça je vais aimer. En soi j'ai apprécié, mais du coup voilà, le problème c'est que c'est quelque chose que je trouvais pas du tout marquant, au point où là j'ai dû relire toutes mes notes pour pouvoir me rappeler. Donc maintenant c'est bon, je me souviens. Donc c'est l'histoire de Kazé qui est toujours en plein deuil de sa mère récemment décédée, qui est bloquée depuis 6 ans sur le livre qu'elle essaye d'écrire. Et elle va se retrouver plus ou moins dans un triangle amoureux, mais pas tellement, avec un auteur débutant et un autre auteur qui est lui très coté, on va dire, plus vieux. Donc voilà, et on suit sa petite vie et du coup je trouvais ça bien mais sans plus. J'ai beaucoup aimé juste parce que il y avait pas mal justement toute cette réflexion sur ce que ça veut dire d'écrire, pourquoi écrire. Du coup bah, j'aimais bien parce que puisque j'écris moi-même forcément ça faisait écho à pas mal de mes pensées. Donc ça, il y avait pas mal de choses que je trouvais sympa là-dessus. Mais sinon à part ça, l'histoire en elle-même bah, m'a pas totalement intéressée. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, c'était quelque chose de mignon quand même, donc c'est pour ça que ça mérite ses 3 étoiles. Donc j'ai mis, on parle d'amour, de mort, de solitude, de questionnement et d'écriture, donc de la vie tout simplement. La perso principale échoue, elle mérite le bonheur, voilà. Et c'est rare que j'aime les personnages, j'en ai toujours plein qui me saoulent, mais elle, c'est vrai que Kazé, je la trouvais chou. Du coup, bon, voilà, je le conseille pour que chacun se fasse un avis. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire dessus parce que vraiment il m'a pas marqué des masses. Pourtant je l'ai lu il y a quelques mois, mais bon. Voilà, du coup celui-ci, 3 étoiles. Je vais essayer d'accélérer un peu, mais la pile se vide, hein, je vous rassure. Le suivant, Die Boss Die at the End de Adam Silvera aux éditions Simon et Schuster.
Alors ce livre là je l'avais vu partout sur TikTok et j'ai été en Norvège, j'ai vu une bibliothèque, une librairie où il y avait cette édition collector en promo, elle était trop belle, du coup je me suis dit allez c'est un signe, je l'achète, vraiment je la trouve magnifique comme ça en solide. Trop belle, du coup je me suis dit allez je tente de donner une chance vu que je l'ai vu plein de fois sur TikTok. Donc du coup c'est l'histoire de Matteo et de Rufus qui vivent dans un univers où 24 heures avant de mourir on reçoit un appel pour dire que c'est notre dernier jour sur Terre et tous les deux viennent de recevoir cet appel et leurs chemins vont se croiser. Donc voilà, en fait ce qui m'a embêtée dans cette histoire c'est que c'est long pour rien, c'est un peu mou et du coup ça tourne vite en rond. Moi je m'attendais vraiment à une belle histoire d'amour qui me donnerait envie d'y croire. Et en fait elle venait tellement pas que je me suis dit en fait peut-être que je me suis trompée depuis le début, il n'y a aucune histoire d'amour en jeu. Mais non, on nous met quand même une histoire d'amour, mais du coup bah, j'y ai cru à aucun moment. À aucun moment vraiment je me suis dit ah ouais bien. Du coup voilà, c'est vraiment tombé à plat pour moi, donc je suis déçue d'avoir été déçue, mais ouais, vraiment, je trouvais ça sympa pour l'idée, pour les persos qui étaient choux parfois, et encore, ça dépend. Ouais, j'ai dit que j'aurais voulu aimer ce livre, mais j'ai été vraiment trop déçue. Je trouvais la première partie prometteuse, voilà, que l'idée de base était bien, que j'avais bien aimé ce qui avait été installé dans cette réalité parallèle. Mais que surtout à partir de la deuxième partie ça devient trop long, ça commence à déraper, ça devient assez ennuyant. Je m'attendais à plus d'aventures, plus de passion entre les personnages, plus d'éléments me donnant envie de tourner les pages et moins de redites de la morale qui si elle est importante, hein, ce truc de devoir vivre la vie à son maximum avant qu'il soit trop tard. Bah, c'était tellement rabâché chapitre après chapitre que du coup bah, ça tombe un peu à l'eau et ça perd en intensité. Et voilà, comme j'ai pu vous dire, j'ai trouvé que la partie romance est arrivée comme un cheveu sur la soupe. On passe d'une belle complicité à un truc ultra passionnel d'un coup, sans que ce soit vraiment construit avec sens. Donc voilà, tout simplement, je sais pas trop si je redonnerai une chance à cet auteur, mais en tout cas, j'ai été déçue. Au niveau des déceptions, là on passe à la plus grosse déception de l'année parce que vraiment ce livre, je pensais que ça allait être mon livre de l'année. Et non, c'est encore un 3 étoiles. Donc là, c'est None of This is Serious de Catherine Prasevka aux éditions, j'en sais rien, Canongate peut-être. Bon, cherchez sur internet si vous voyez cette couverture, c'est que c'est celui-ci. Du coup là on suit l'histoire de Sophie à Dublin, Sophie et ses amis et en fait du jour au lendemain, donc là ils sont un peu pareil début de la vingtaine etc, au moment des changements dans la vie universitaire etc. Sauf que alors que chacun va aller vivre sa vie de son côté, il se passe d'un seul coup une grosse fissure dans le ciel qui est inexpliquée et que personne ne comprend, très inattendue et du coup tout le monde se demande ce qui se passe, en même temps la vie continue. Bon bref, vous avez compris, ça fait totalement écho avec le Covid. Mais du coup, là, au lieu d'avoir une pandémie, on est juste sur un truc météorologique. Mais du coup, voilà, c'est un peu un parallèle avec tout ça. Et en même temps, ce qu'ils nous promettent, c'est que None of This is Serious. Désolée, je vous fais une traduction sûrement encore bancale. Que c'est par rapport à l'absurdité d'être vivant de nos jours. C'est à propos de la frontière entre le monde réel, le monde virtuel, les vulnérabilités en soi et dans nos relations. Voilà, bref, en tout cas c'était tellement prometteur et je me suis dit voilà, en fait je savais que j'allais raisonner pas mal avec le personnage principal, avec Sophie, et en soi ça a été le cas, mais le problème c'est que l'histoire était tellement plate que du coup bah, j'ai jamais pu vraiment m'intéresser. J'ai l'impression que entre là où on était au début du livre et là où on était à la fin, bah rien n'a changé. Et voilà, je trouvais qu'en fait il n'y avait pas vraiment d'histoire et du coup ça m'a pas mal déçue. Donc voilà, malheureusement je pensais vraiment que ça allait être un livre qui allait avoir de l'impact et bah non, ça on n'a pas eu. Donc ça c'est vraiment dommage parce que je pensais vraiment que ça allait être un coup de cœur et pas du tout. Donc bon, 3 étoiles malheureusement. Et un truc que je vous ai pas cité mais qui était bizarre, c'est que en fait quand Sophie parle, on met jamais enfin son dialogue n'est jamais mis clairement, c'est juste en mode j'ai répondu ça, j'ai dit ça, machin blabla. Alors je comprends que c'est justement pour donner, pour montrer à quel point Sophie est passive dans sa propre histoire, mais du coup bah ça rendait ça très mou et du coup bah ça crée une distance malgré tout avec Sophie. Donc voilà, malheureusement 3 étoiles.
Bah heureusement que j'ai lu 25 livres cette année quand je vois le temps que ça me met de faire ça. Ensuite on passe à The Time of My Life de Rosie Melander aux éditions Sphère. Celui-ci aussi 3 étoiles, bien mais sans plus. Je pensais lui donner moins mais finalement j'ai bien accroché avec je crois les 10 derniers chapitres, même pas peut-être, bon bref, on va dire les 5 derniers chapitres. J'ai bien aimé la fin, je me suis remise dedans et vraiment je l'ai lu vite après. Mais dans l'ensemble, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. On est dans un truc type un jour sans fin. On est un vendredi 13. On a Jess qui a vécu apparemment le pire jour de sa vie. Elle a été virée de son travail. Elle apprend qu'elle est virée de son appartement. Et elle avait 2 copains qui découvrent l'existence l'un de l'autre. Donc du coup finalement elle se retrouve célibataire avec 0. Et elle va être bloquée dans une boucle temporelle pendant très très longtemps. Des jours et des jours, des semaines et des semaines. Voire des mois et des mois, je sais plus. Mais en tout cas pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'elle apprenne justement ses leçons de vie, blablabla, pour s'en sortir. Donc voilà, je savais que c'était une histoire assez basique, mais en même temps moi j'aime bien ce genre de truc, du coup je me suis dit pourquoi pas. Mais en fait la protagoniste est tellement insupportable que du coup en fait j'avais pas envie qu'elle s'en sorte, j'avais juste envie qu'elle reste bloquée dans son truc. Et enfin voilà, je comprends bien l'idée qu'il faut qu'elle soit pas super attachante justement pour qu'elle comprenne ses erreurs et qu'elle sorte de là avec une belle leçon de morale. Mais vraiment elle m'a tellement saoulée que juste elle méritait de rester seule et de rester coincée dans sa boucle temporelle. Voilà ce que je peux en dire, donc 3 étoiles. Alors on sort enfin des 3 étoiles, on va passer aux 4 étoiles. Alors on va commencer, je vais pas commencer à trop parler dessus parce que sinon je m'arrêterai jamais. Mais dans les 4 étoiles j'ai mis le dernier Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc de Suzanne Collins évidemment, chez Pocket Jeunesse. Je pensais lui mettre un 5 étoiles parce que c'est Hunger Games. J'ai vu le film avant, j'ai lu le livre après. Mais franchement il m'a beaucoup moins plu que la trilogie de base. Le truc c'est que je trouvais qu'il était inutilement long. Donc voilà, en fait j'ai toujours aimé parce que c'est Hunger Games, c'est que Hunger Games c'est la vie, c'est ma saga. Mais le truc c'est que je trouvais que si on avait coupé 100 voire 200 pages, bah on s'en serait très bien sorti. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à le finir parce que je trouvais que c'était trop long et que ça traînait pour rien. Donc voilà, je vais pas en parler non plus 15 000 ans parce que sinon si je commence sur Hunger Games vraiment la vidéo va durer 4 heures. Mais voilà, ce que je reproche à ce livre c'est que c'était trop long. Donc dommage parce que sinon ça aurait pu être un 5 étoiles. Mais à cause de ça, voilà, 4 étoiles. Ensuite dans les 4 étoiles on passe à un livre de Noël cette fois-ci qui m'a plu. Ah oui, ça existe. Il s'agit de Snowy Little Lies de Fanny D.L. aux éditions Hugo Poche. Alors c'était une copine qui me l'avait recommandé et effectivement elle a bien fait de me le recommander parce que je l'ai trouvé très sympathique. Donc là on suit l'histoire de Jill qui ment tout le temps à sa famille, surtout par rapport à son travail où elle fait croire qu'elle est responsable marketing. Enfin bref, elle a vraiment un poste plus bas que ce qu'elle dit. Et du coup elle rentre chez sa famille pour les fêtes, etc. Dans le train elle rencontre quelqu'un à qui elle raconte la vérité et lui il s'avère qu'en fait il confie que son rôle c'est de se faire passer pour le petit ami idéal auprès de personnes célibataires. Et il va s'avérer qu'en fait ce garçon a été embauché pour la sœur de Jill et que du coup ils vont se retrouver bloqués ensemble. Au repas de Noël. Donc voilà, où chacun connaît le secret de l'autre et du coup plein de situations cocasses. Je trouvais que la plume était très sympa, je trouvais que c'était bien écrit, qu'on avait envie de s'attacher au personnage. Bon des fois c'était un peu too much, c'était un peu caricatural, mais en même temps c'est un livre de Noël donc pourquoi pas. Donc je trouvais ça quand même pas mal. J'ai presque plus de batterie, j'ai été coupée en plein milieu donc je vais me dépêcher. Mais du coup ce que je disais, Snowy Little Lies, ce que j'aurais un peu apprécié pour avoir un 5 étoiles ça aurait été d'avoir un peu plus d'humour et de creuser un peu plus les personnages, parce que surtout ceux des parents, parce que du coup en fait on se rend compte qu'on est dans une famille où tous les enfants mentent démesurément à leurs parents. Mais en fait on voit pas vraiment pourquoi ils ont autant besoin de mentir à leurs parents, parce que quand tu vois les parents bah ils sont pas non plus enfin ils paraissent assez cool, donc du coup ça rend un peu ça moins crédible de pourquoi se donner autant de peine, autant de mal à vouloir absolument mentir, et pourquoi est-ce que tous les enfants sont bloqués dans leurs mensonges alors qu'en soi bah ça paraît pas vraiment justifié. Donc ça je trouvais ça un peu dommage du coup de pas avoir trop exploité ça, mais bon sinon dans l'ensemble c'était une bonne lecture, je vous la conseille.
Ensuite on va passer du coup au dernier livre de Noël que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi un 4 étoiles sur 5. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault aux éditions Hachette Roman. J'ai énormément aimé ce livre, je l'ai lu d'une traite en une journée. Voilà, ça vraiment ça a été mon livre de Noël préféré de l'année, donc clairement. Donc c'est l'histoire d'Iris qui est amoureuse de son meilleur ami Charles depuis l'enfance, sauf qu'il revient d'un stage aux États-Unis avec une copine, donc du coup elle pète les plombs. Et elle propose au frère de Charles, donc Alex, de se faire passer pour son faux petit ami, histoire de le rendre jaloux pendant qu'ils sont bloqués tous ensemble à Noël dans leur chalet. J'ai trouvé ça très sympa, très bien écrit, c'est mignon, franchement j'avais juste trop hâte à chaque fois de tourner les pages. J'ai adoré les personnages, tous autant qu'ils sont. Vraiment j'ai énormément aimé cette histoire. Après si je lui ai pas mis 5 mais que je lui ai mis 4, c'est déjà parce que, alors un truc, c'est vraiment un détail mais ça m'a énormément embêté, c'est que quasiment dès qu'un personnage prend la parole et parle à un autre, il cite son prénom. Là c'était tellement omniprésent que du coup vraiment ça me sortait des dialogues. Du coup ça m'a un peu embêté. Et un autre truc qui m'a un peu embêté, du coup qui a fait un peu baisser ma note, c'est que je trouvais que du coup pendant vraiment 85% on va dire on était à fond dans l'histoire d'amour, et d'un seul coup les derniers pourcents on est plus tourné d'un seul coup vers l'histoire familiale. Et moi j'aurais vraiment aimé que l'histoire d'amour ça soit jusqu'à la dernière page, parce que vraiment du coup ça m'a un tout petit peu sorti du livre vers la fin, parce que je me suis dit bon bah voilà quoi, genre l'histoire d'amour est passée, maintenant on doit juste régler des problèmes de famille. Donc bon je comprends et tout, mais je pense que ça aurait pu être un petit peu plus mis avant, proposé avant dans l'histoire, pour pouvoir vraiment rester avec le climax de l'histoire d'amour jusqu'à la fin. Donc voilà, mais sinon une très très bonne lecture que je vous conseille. Ensuite on passe à mon dernier 4 étoiles avant de passer aux 5 étoiles et de finir enfin cette vidéo interminable. Dernier 4 étoiles, il s'agit de L'événement d'Annie Ernaux aux éditions Folio. Donc un tout petit livre mais qui est vraiment, il est tellement poignant, pour vous dire j'en ai fait des cauchemars après, mais en même temps je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas mis 5, parce qu'il m'a trop hanté en fait, et du coup bon c'est que le travail était bien fait. Mais voilà, vraiment je voulais lire, du coup j'avais jamais lu de Annie Ernaux, et du coup donc l'événement c'est justement Annie Ernaux qui raconte un avortement clandestin sous forme de journal intime. C'est vraiment poignant, c'est vraiment je ressentais tous les trucs qui étaient décrits, c'est vraiment terrible, mais en même temps c'est le genre de livre qui est tellement nécessaire, qui est tellement important, mais c'est vraiment glaçant, mais glaçant de réalisme. Mais voilà, je pense que ça devrait être une lecture obligatoire pour beaucoup de personnes, c'est vraiment quelque chose voilà, du coup c'est une lecture qui est très dure à lire, mais en même temps heureusement que du coup il n'y a que 100 pages comme ça, ça passe mieux. Mais en tout cas un livre très poignant, très vrai, très cru. Donc voilà. Ah oui, et justement, alors je pourrais pas citer où j'ai vu ce témoignage, mais j'avais vu sur un site genre Goodreads ou quoi, quelqu'un qui disait un témoignage bouleversant, je déteste que ce soit si vrai et qu'on puisse l'oublier une fois le livre refermé. Et du coup j'ai mis justement que le commentaire résumait tout ce qu'il fallait dire sur ce livre. Donc voilà, en tout cas lisez-le, mais soyez bien accrochés. Et enfin, on passe à mes 5 étoiles. Bon, il n'y en a pas tant que ça ira vite. J'ai été plus critique qu'autre chose cette année, mais quand même, les 5 étoiles, ils en valent le coup. Alors, évidemment, dans le 5 étoiles, de toute façon, on n'a que 2 auteurs parce que j'ai fait une fixette dessus. Et évidemment, ma découverte cette année, mais que je vais pas lâcher, c'est Taylor Jenkins Reid. Je sais toujours pas dire son nom. Mais du coup, j'en ai lu 2 d'elle cette année qui sont tous les 2 sur mon podium. Et du coup on a Les Sirènes de Malibu à qui j'ai mis 5 étoiles, édition 10-18. Dommage que la couverture soit comme ça parce qu'elle est tellement stylée en version anglaise ou américaine, je sais pas, mais en tout cas elle est beaucoup plus stylée que là. J'ai adoré ce livre, du coup on suit la fête de Nina Riva qui est une star du surf. Et toute sa famille où c'est un peu tous des stars. Son père était aussi un grand musicien et on suit toutes les histoires de famille. Je pourrais pas vraiment vous le décrire parce que il faut le lire en fait, c'est tout. Mais en tout cas il est génial, je devais me freiner pour pas le lire trop vite parce que je voulais le savourer. Mais j'ai adoré ce livre, donc lisez-le, c'est tout ce que je peux en dire. Ensuite je vais aller vite parce que je vais vous présenter les 3 livres en même temps évidemment. Bon évidemment voilà,
5 étoiles, les Hunger Games, je les avais jamais lus. Oui, je sais, c'est une honte. Je dis que c'est ma saga préférée, mais je me référais que sur les films. Oui, c'est vrai, je fais ça avec toutes mes sagas. Mais là, j'ai décidé de enfin lire les Hunger Games et je les ai tous lus et je les ai tellement aimés, vraiment. Je pourrais faire une thèse sur Hunger Games, c'est vraiment incroyable. Surtout le tome 1 et 2. Le 3, j'aurais peut-être pu lui donner un moins, mais finalement rien que pour l'épilogue, rien que pour la dernière phrase de réel ou pas réel. Bref, ceux qui savent, savent. Mais en tout cas, c'est juste incroyable cette saga, elle est merveilleuse, je l'aime tellement. Voilà, du coup forcément 5 étoiles sur Hunger Games, je les ai enfin lus, je pourrais les relire en boucle, je les aime trop. Bref, la meilleure saga de tous les temps selon moi, et oui, je suis pas du tout objective. Et enfin, je vais enfin venir à bout de cette vidéo, j'espère que ça ira du coup pour vous. Mon meilleur livre de l'année, 5 étoiles. J'étais influencée par TikTok, mais je le regrette pas. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, encore de Taylor Jenkins Reid, qui est aux éditions Hauteville. Ce livre, c'est incroyable. Il faut savoir que j'ai jamais réussi à pleurer devant un livre. Pourtant, je suis vraiment une grosse fragile. Mais celui-ci, j'ai pleuré 4 fois. J'arrivais pas à me consoler. C'était terrible. Mais en même temps, il m'a fait vivre tellement d'émotions que vraiment, ce livre est incroyable. J'ai envie vraiment de lire tous les Taylor Jenkins Reid. Je les ai encore gardés pour en avoir encore à dévorer en 2024. Mais celui-ci, voilà, vraiment, je pourrais lui mettre 6 sur 5. C'est vraiment... le livre que j'ai préféré cette année, il m'a tellement marqué, je pourrais le lire et le relire, j'ai hâte de l'oublier pour pouvoir le relire, mais vraiment ce livre absolument incroyable, une pépite, je l'ai tellement aimé, voilà, vraiment j'adore, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, je vous ai enfin présenté mes 25 livres que j'ai lus cette année. Là pour vous dire le 26e que je suis en train de lire et je suis à la moitié, donc vraiment il m'accompagnera jusqu'à la fin de l'année. C'est My Year of Rest and Relaxation. Bref, vous comprendrez malgré mon accent terrible. De Otessa Moshfegh aux éditions Vintage. Je connais pas. Bref, celui-là encore une fois j'ai été influencée par TikTok, mais je l'adore. Je vois que les avis sont très mitigés dessus, mais là je suis qu'à la moitié, mais en tout cas pour l'instant il vaut un 4 ou 5 étoiles. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le genre de livre juste que j'ai trouvé au bon moment de ma vie. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça vraiment nul, mais je sais pas, il me parle en tout cas. Donc hâte de le finir pour voir vraiment ce que j'en pense, mais en tout cas sachez que ce sera mon dernier livre de 2023 et que pour l'instant il sera plutôt en haut du classement. Donc voilà, j'ai vraiment plus de batterie, donc je vais m'arrêter ici, ça fait une bonne excuse pour ça. Vraiment désolée, j'espère que vous êtes jusqu'au bout de cette vidéo. Enfin, vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je sais même plus parler tellement j'ai parlé. Mais je sais qu'elle est immensément longue, je vais essayer de couper au max. Mais voilà, une fois que je parle de littérature, je m'arrête plus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire c'est quoi le livre que vous avez préféré lire en 2023. Et puis on se retrouve certainement en 2024 pour plein d'autres vidéos. Salut!